Imaginez des chambres secrètes, sous les temples sacrés d'Athènes. Elles n'étaient pas conçues pour la prière, mais équipées de systèmes de drainage pour le sang. Imaginez des ossements de femmes découverts sur ces mêmes lieux de culte, portant tous les marques indéniables d'une violence extrême et ritualisée. Voici le véritable visage de l'Athènes glorieuse. C'est le plus grand secret que l'Occident a délibérément réduit au silence. Le berceau de la démocratie n'a pas seulement coexisté avec la barbarie. Il l'a érigé en une véritable industrie d'État, et même en théologie. Le Parthénon, ce symbole suprême de la raison, a été financé par un système bureaucratique qui monétisait la torture sexuelle. Pendant que Platon et Aristote débattaient de l'âme humaine sur l'agora, l'État athénien marquait les femmes au fer rouge, transformant leur corps en actifs imposables. L'abus n'était pas considéré comme un crime. C'était une offrande sacrée, exigée par les dieux, et une transaction financière qui finançait la citadelle de la raison. Aujourd'hui, nous allons exposer les preuves archéologiques censurées et les documents fiscaux qui démontrent comment la philosophie occidentale s'est bâtie sur un génocide de genre systématisé. Bienvenue dans notre cercle d'initiés. Ce que vous venez d'entendre n'est que la première pièce d'un puzzle historique que nous allons assembler. Si vous pensez que ces vérités, trop longtemps dissimulées sous le vernis de l'histoire officielle, méritent d'être révélées, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos révélations exclusives. Votre soutien est crucial. Laissez un pouce bleu si vous appréciez cette plongée dans les archives interdites. Dites-nous également en commentaire depuis quelle ville ou région de France vous nous regardez. Quelle figure historique, quelle reine ou quelle civilisation aimeriez-vous que nous exposions dans nos prochaines enquêtes? Votre curiosité façonne l'avenir de ce canal. Pour saisir toute l'ampleur de ce mécanisme, nous devons nous transporter au cœur de l'Athènes classique, principalement au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'âge d'or de Périclès, le moment précis où la cité-État invente la démocratie et pose les fondations philosophiques de la civilisation occidentale. Géographiquement, Athènes est le centre névralgique du monde grec, une puissance maritime et culturelle inégalée. Politiquement, c'est la citadelle de la raison, l'endroit où des hommes comme Socrate, Platon et Aristote débattent publiquement de la justice, de la vertu et de la liberté sur l'agora. Cependant, cette façade démocratique, célébrée par l'histoire, masque une structure sociale d'une brutalité absolue. La société est rigoureusement divisée. Au sommet, les citoyens masculins, détenteurs exclusifs des droits politiques. Loin en dessous, une immense population d'esclaves, de métèques, étrangers résidents, et de femmes qui, quel que soit leur statut, restent légalement des mineurs à vie, passant de l'autorité d'un père à celle d'un mari. C'est dans ce terreau de supériorité civique que l'État démocratique a bâti un système bureaucratique sophistiqué, non seulement pour gérer ses citoyens, mais aussi pour exploiter méthodiquement ceux qu'il ne considérait pas comme tels. Les protagonistes de cette tragédie institutionnalisée ne sont pas des reines ou des impératrices détenant un pouvoir visible, mais plutôt les catégories anonymes qui composaient la société athénienne. D'un côté, il y a les victimes, les femmes. Elles étaient méticuleusement classifiées. Au bas de l'échelle se trouvaient les pornets, des esclaves, souvent capturés à la guerre, considérés comme de simples biens meubles appartenant à l'État ou à des proxénètes. C'est sur elles que reposait le poids de cette industrie. Au-dessus, les hétaïrées ou hétaïres, des courtisanes éduquées, jouissant d'une apparente liberté, mais restant soumises à la volonté masculine. Et enfin, les femmes citoyennes, confinées au gynécée, dont la vertu était protégée par l'État précisément grâce au sacrifice institutionnalisé des autres. De l'autre côté, les architectes et les bénéficiaires de ce système. Il y a l'État démocratique lui-même, l'entité bureaucratique qui légiférait et percevait les impôts. Et il y a les philosophes, comme Platon et Aristote. Ces penseurs, tout en dissertant sur la justice et la liberté, ont fourni les justifications intellectuelles de la subordination féminine, légitimant un ordre social qui transformait le corps des femmes en un actif étatique, essentiel à la prospérité de la cité. Le mécanisme de domination athénien n'était ni caché ni honteux. Il était bureaucratique. L'État démocratique avait mis en place une structure de contrôle sexuel redoutable, commençant par l'aspect le plus fondamental, la fiscalité. L'historien grec Xénophon lui-même évoquait ouvertement cette source de revenus.
Le pornikontelos, l'impôt sur la prostitution, était une taxe prélevée méticuleusement par l'État sur chaque acte. Ce n'était pas un impôt sur le péché, mais une transaction commerciale légale gérée par des magistrats, les agoranomois, qui supervisèrent les marchés et, par extension, les lupanars, les porneia. Ces établissements étaient souvent propriété de l'État lui-même. Les femmes, majoritairement des esclaves capturés lors de campagnes militaires, y étaient enregistrées, cataloguées et leurs valeurs fixées. Les documents prouvant ce contrôle absolu ne sont pas des parchemins secrets, mais des registres fiscaux. Ces registres montrent que les revenus tirés de cette industrie finançaient directement entre 15 et 20% du budget public athénien. L'argent récolté sur ces corps a payé les pierres du Parthénon. Chaque violation était une transaction qui finançait la citadelle de la raison. Mais le contrôle n'était pas seulement économique, il était théologique. C'est là que réside la véritable horreur du système. L'État athénien a transformé l'abus sexuel en un rituel sacré. Lors des Dionysies, les festivals en l'honneur de Dionysos, le dieu du vin et de l'extase, les frontières sociales s'effaçaient supposément. En réalité, ces rituels devenaient le théâtre d'abus collectifs, sanctifiés comme des offrandes sacrées. Des témoignages censurés décrivent des pratiques où le viol rituel était perçu comme un acte de dévotion, un moyen d'atteindre une connexion divine par le sacrifice de la pureté féminine. Les temples dédiés à certaines divinités n'étaient pas seulement des lieux de prière. Des preuves archéologiques, longtemps ignorées par l'histoire officielle pour préserver le mythe d'Athènes, révèlent une réalité plus sombre. Des fouilles sous certains lieux sacrés ont mis au jour non seulement des ossements féminins présentant des signes de traumatismes extrêmes, mais aussi des structures troublantes. Des chambres équipées de systèmes de drainage sophistiqués, interprétés par des archéologues dissidents comme des autels sacrificiels destinés à canaliser le sang. Ce système reposait sur une surveillance intime constante. Les femmes esclaves étaient souvent marquées au fer rouge, comme du bétail, pour indiquer leur statut et leur propriétaire, l'État ou un proxénète. Des inspections corporelles étaient monnaie courante pour évaluer leur valeur marchande ou rituelle. Comment une société qui débattait de la liberté sur l'agora pouvait-elle justifier cela? La réponse se trouve chez ses plus grands penseurs. Platon et Aristote, tout en philosophant sur la vertu, ont fourni la justification intellectuelle de ce système. Ils ont théorisé que la satisfaction des appétits masculins les plus bas, canalisés vers cette classe de femmes sacrifiées, était nécessaire pour protéger la vertu des femmes citoyennes confinées au gynécée. C'était une dissonantia cognitive institutionnalisée. La liberté des uns était littéralement financée par l'asservissement rituel des autres. Le berceau de la philosophie avait besoin d'une industrie de la torture pour financer sa propre grandeur. Ce que vous venez d'apprendre sur le financement du Parthénon n'est jamais enseigné dans nos écoles. L'histoire officielle préfère célébrer la philosophie et occulter le prix humain qui a servi à la financer. Si vous estimez que ce travail d'enquête est nécessaire, si vous croyez que ces vérités dérangeantes doivent être exposées pour que nous comprenions réellement notre héritage, alors votre soutien est essentiel. C'est le moment idéal pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures explorations dans les archives interdites. Rejoignez cette communauté qui n'a pas peur de regarder l'histoire en face. Votre pouce bleu sous cette vidéo nous aide énormément à combattre les algorithmes qui préfèrent souvent le silence. Votre soutien actif est la preuve que ces voix, réduites au silence pendant des millénaires, méritent enfin d'être entendues. Continuez à partager vos impressions. Votre engagement est le véritable moteur de ces révélations. Le point culminant de ce système n'était pas un événement unique et secret, mais un cycle institutionnel et public, une théologie mise en pratique. Le paroxysme de cette horreur organisée se manifestait lors des grands festivals religieux, notamment les Dionysies. Tandis que la cité célébrait officiellement l'extase, le vin et la libération des contraintes sociales, un rituel bien plus sombre et calculé se déroulait dans les sanctuaires désignés et les porneia, lupanars, appartenant à l'État. C'était l'application de la théologie de la violation. Des sources fragmentaires, souvent des commentaires critiques d'auteurs que l'histoire classique a marginalisés, décrivent comment l'abus sexuel collectif était, dans ces contextes, entièrement ritualisé. Il n'était pas perçu comme un crime, mais comme une offrande sacrée. C'était un acte de dévotion nécessaire,
croyait-il, pour canaliser le chaos primordial et apaiser les divinités chtoniennes, garantissant ainsi la fertilité des terres et la prospérité militaire d'Athènes. Les Pornais, ces esclaves capturés à la guerre et propriétés de la cité, étaient les victimes sacrificielles désignées pour cette cérémonie. Les témoignages censurés, les voix que nous recherchons ne proviennent pas de journaux intimes ou de lettres. Ces femmes n'avaient ni le statut, ni la voix, ni même le droit d'écrire. Leurs témoignages nous parviennent, des millénaires plus tard, à travers la matière la plus brute, leurs propres os et les pierres des lieux où elles ont été consumées. Ce sont les preuves archéologiques que des générations d'historiens et d'archéologues, épris de l'idéal romantique de la Grèce, ont délibérément choisi d'ignorer, voire de dissimuler. Lorsque les premières fouilles ont été menées au XIXe siècle autour des temples et des sanctuaires, les découvertes contredisaient le récit de la raison pure. Des fosses communes ont été mises au jour. Des analyses ostéo-archéologiques récentes, menées sur ces collections longtemps oubliées dans les réserves des musées, révèlent une réalité terrifiante. Des squelettes, appartenant en majorité à de très jeunes femmes, présentent des schémas de traumatismes physiques extrêmes, fractures multiples et répétées, lésions pelviennes sévères et marques de contraintes physiques. Ces corps n'étaient pas enterrés avec les rites funéraires habituels. Ils étaient jetés, considérés comme des déchets rituels. Le clou de cette investigation, ce sont les structures architecturales elles-mêmes. Sous certains sanctuaires, dans les niveaux inférieurs cachés au public, se trouvent des chambres souterraines dont la fonction défie l'explication religieuse traditionnelle. L'explication officielle a longtemps parlé de sacrifices animaliers. Mais la conception de ces espaces raconte une toute autre histoire. Des sols méticuleusement inclinés, taillés dans la roche, convergent tous vers des systèmes de drainage complexes et sophistiqués. Ces canaux n'étaient pas conçus pour évacuer de l'eau, mais des fluides bien plus épais. C'étaient des rigoles destinées à canaliser le sang vers des réservoirs. C'était l'abattoir caché de la citadelle de la raison. Le véritable climax de ce système est la simultanéité. Pendant que ces actes de torture rituelle se déroulaient dans l'obscurité sanctifiée de ces chambres, à quelques centaines de mètres de là, sur l'agora, Platon et Aristote débattaient de la justice et de la beauté. Au-dessus, sur l'acropole, le Parthénon s'élevait, bloc de marbre après bloc de marbre. Chaque ouvrier, chaque sculpteur, chaque architecte était payé par le trésor public, alimenté directement par le pornikon télos, l'impôt sur la souffrance. La monnaie de la torture était littéralement blanchie et transformée en l'incarnation mondiale de la beauté et de la démocratie. La dissonance cognitive était totale. La société qui inventait la liberté individuelle justifiait, par la théologie et la bureaucratie, un génocide de genre pour financer son âge d'or. Au lendemain de ces rituels, il n'y avait aucune cérémonie de validation, seulement une comptabilité méticuleuse. Le jour d'après, pour Athènes, était un jour de collecte. Les agoranomois, les magistrats du marché, n'inspectaient pas la pureté, mais les registres. La seule vérification qui importait était la perception du pornikon télos, l'impôt prélevé sur chaque transaction, sur chaque corps utilisé dans les porneias étatiques ou privés. Les documents officiels produits n'étaient pas des certificats de mariage ou des annales de cour, mais des grands livres fiscaux, froids et méthodiques. Ces registres, dont des fragments et des références nous sont parvenus, attestaient que la souffrance avait été convertie avec succès en drachmes pour le trésor public. La conséquence immédiate pour les victimes était l'anéantissement. Considérés comme des biens consommables, leur espérance de vie était tragiquement courte. Les témoignages archéologiques des ossuaires le confirment. Il n'y avait pas de traumatisme générationnel, au sens où nous l'entendons, car il n'y avait pas de génération suivante. Ces femmes étaient des fins en soi, des sacrifices dont les corps brisés étaient discrètement évacués pour faire place à de nouvelles captives, garantissant la pérennité de l'industrie. Le système était conçu pour être autosuffisant, alimenté par les guerres d'Athènes qui fournissaient un flux constant de nouvelles esclaves. Les répercussions à long terme, cependant, ont littéralement bâti le monde occidental. C'est ici que le mécanisme intime a forgé l'histoire politique. Cet argent, ce flux constant de revenus estimés entre 15 et 20% du budget de l'État, n'a pas seulement financé les marbres du Parthénon,
Il a financé la construction et l'entretien de la flotte athénienne, l'instrument de sa thalassocratie, le pilier de son empire maritime. Il a payé les soldes des hoplites qui ont combattu Sparte durant la guerre du Péloponnèse. Il a financé les grands projets publics, les longs murs, les temples, qui ont fait d'Athènes l'envie du monde grec et ont cimenté le pouvoir et la popularité de Périclès. La démocratie athénienne, la citadelle de la raison, n'aurait pas pu soutenir son âge d'or, ni ses ambitions impériales, sans cette subvention massive et constante. Chaque débat philosophique sur l'agora était, indirectement, subventionné par ce système. Le silence systématique qui a suivi a été assourdissant et total. Il a été orchestré, non par des tyrans, mais par les pères fondateurs de notre propre pensée. Platon et Aristote, en théorisant la cité idéale, ont fourni la justification intellectuelle de cette dissonance cognitive. Ils ont relégué ces femmes au rang d'outils, nécessaires au bon fonctionnement de l'État pour canaliser les pulsions masculines et protéger la vertu des citoyennes, mais indignes de mentions philosophiques ou de droits humains. Ils ont créé une justification morale pour le statu quo. L'histoire a ensuite été délibérément nettoyée. Les historiens qui ont suivi, de l'époque romaine jusqu'aux archéologues victoriens du XIXe siècle, ont activement participé à ce silençage. Ils ont traduit le terme pornaï, qui désignait des esclaves sexuels, par prostituées, un anachronisme moderne qui implique un choix, si misérable soit-il. Ils ont effacé la réalité de l'esclavage, de la capture de guerre, du marquage au fer rouge et de la torture rituelle. Ils ont dissimulé les preuves archéologiques les plus dérangeantes, les qualifiant de cultes à mystère ou d'anomalies sacrificielles. Ce n'était pas un oubli, c'était une censure active, une conspiration de l'intelligentsia occidentale pour protéger le mythe fondateur de sa propre supériorité morale. L'héritage le plus dévastateur de ce système n'est pas seulement le Parthénon, mais la normalisation philosophique de l'idée que certains corps sont, par définition, exploitables pour le bien public. L'héritage le plus profond de ce système n'est pas le marbre du Parthénon, mais le fondement intellectuel sur lequel le monde occidental a bâti sa moralité. Ce qui a été systématiquement effacé, ce n'est pas seulement le souvenir des victimes, mais la complicité active de la philosophie dans la création de ce mécanisme. La tentative d'effacement a commencé à Athènes même, avec les philosophes qui ont fourni la justification morale pour cette industrie. En théorisant une société où les femmes étaient divisées en catégories fonctionnelles, les citoyennes pour les héritiers légitimes, les hétaïres pour le plaisir intellectuel et les pornets pour les besoins corporels, Aristote et Platon n'ont pas seulement décrit leur société, ils l'ont prescrite. Ils ont codifié l'idée qu'un État rationnel exige le sacrifice d'une classe de femmes pour garantir la stabilité et la pureté d'une autre. Cette justification philosophique a été l'acte de censure originel, le plus puissant de tous, car il a transformé la barbarie en une nécessité logique. Pendant des siècles, cet héritage a été protégé par une conspiration académique tacite. Lorsque les archéologues du XIXe siècle, notamment les philhellènes allemands et britanniques, ont commencé à fouiller Athènes, ils étaient venus chercher la confirmation d'un idéal romantique. Ils cherchaient la pureté de la raison et la beauté de la démocratie. Ce qu'ils ont trouvé, les ossuaires, les chambres de drainage sous les temples, les preuves d'une violence institutionnalisée, contredisaient tout ce qu'ils voulaient croire. Les documents de leurs propres fouilles, conservés dans les archives des instituts archéologiques, montrent comment ces découvertes dérangeantes ont été activement neutralisées. Les chambres rituelles sont devenues des sites de sacrifices animaliers, malgré l'absence d'ossements animaux. Les fosses communes de femmes sont devenues des enterrements de victimes de la peste, ignorant les traumatismes spécifiques sur les os. Le terme « pornikon telos » a été traduit de manière aseptisée par « taxe sur les maisons closes », effaçant la réalité de l'esclavage d'État et de la propriété publique des victimes. L'histoire n'a pas été oubliée. Elle a été délibérément réécrite pour préserver le mythe. L'impact durable de ce modèle est stupéfiant. Rome n'a fait que copier et industrialiser le système athénien. L'impôt sur la prostitution est devenu une source de revenus standard pour l'Empire romain, finançant ses propres projets monumentaux. Mais la connexion la plus surprenante se trouve dans la continuité de la logique, bien après la chute des dieux grecs. Lorsque l'Europe chrétienne a émergé, elle a hérité de cette dissonance cognitive fondamentale.
Bien que la théologie ait changé, la structure est restée. L'Église a condamné la prostitution comme un péché, mais les États, y compris en France, l'ont tolérée et taxée, la considérant comme un mal nécessaire pour protéger la vertu des femmes mariées de la luxure masculine. La justification d'Aristote était restée intacte, simplement revêtue d'une terminologie religieuse. La vérité censurée est que les piliers de notre civilisation ne reposent pas seulement sur la démocratie et la philosophie, mais sur l'idée, née à Athènes, que la liberté de certains nécessite l'asservissement d'autres. L'héritage caché d'Athènes est cette fracture morale fondamentale, la capacité de débattre de la justice en public tout en finançant cet État par la torture en privé. Le véritable génocède de genre n'était pas seulement physique, il était intellectuel. C'était l'effacement de la femme en tant que sujet, la transformant en un outil économique et un fusible théologique. C'est sur cette base morale compromise que le monde occidental a été construit. La vérité sur Athènes n'est pas seulement une leçon d'histoire. C'est un avertissement sur la capacité de nos civilisations à justifier l'injustifiable au nom du progrès et de la raison. Le Parthénon est splendide, mais il a été bâti sur des corps brisés et financé par une souffrance institutionnalisée. Ici, dans cet espace, nous continuerons à soulever le voile sur ces vérités délibérément enfouies. Ce que nous partageons est plus qu'une simple curiosité. C'est un acte de mémoire envers celle dont l'histoire a été effacée. Si vous partagez cette conviction que la vérité, même la plus dérangeante, doit être exposée, alors votre place est parmi nous. Votre soutien est notre seule garantie de pouvoir continuer ce travail. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et rejoignez ce cercle de découverte. Laissez un pouce bleu pour que ces révélations atteignent ceux qui cherchent à comprendre. Mais surtout, faites entendre votre voix. Dites-nous en commentaire quelle autre civilisation, quelle reine oubliée ou quel rituel interdit vous souhaitez que nous exposions. Partagez avec nous la ville ou la région de France depuis laquelle vous vous connectez à ce passé caché. Nous avons encore tant de documents censurés à ouvrir, et nous le ferons, ensemble, vidéo après vidéo.